à tous, je suis Laure Closier, j'anime tous les jours la matinale de BFM Business, toujours de 6h à 9h et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde où on va essayer de se projeter vers le futur. On sait à quel point c'est difficile, que le temps se raccourcit, le temps politique, le temps économique. Avec moi évidemment pour se projeter ce midi, je suis avec Pascal Demurger. Bonjour, vous êtes bonjour Laure, bonjour évidemment le coprésident d'Impact, le directeur général de la Maïf. À vos côtés, Amir Reza Tofighi, vous êtes le président de la CPME, vous représentez donc les PME. Et à vos côtés, la ministre Amélie de Montchalin, ministre du Budget et des Comptes Publics. Et je le disais, Pascal Demurger, un temps qui se rétrécit, qui s'est encore un peu rétréci depuis lundi. Ça va très très vite. Amélie de Montchalin, on dira demain, tout à l'heure, comment on travaille justement dans ce temps rétréci quand on essaie de se projeter avec un budget pour l'année prochaine. Mais avant, ces entreprises, ces entrepreneurs qui tentent d'essayer de penser à demain, de s'extraire eux-mêmes de leur compte personnel, de leur tableau Excel pour pouvoir réfléchir à leur territoire, à leur impact sur la société. Parfois, sincèrement, c'est presque psychologiquement compliqué de réussir à faire ce travail, Pascal Demurger. Ah, c'est compliqué et d'ailleurs on voit bien qu'il y a un divorce de plus en plus prononcé entre le monde économique et le monde politique. Depuis désormais un peu plus d'un an, on a le sentiment que de plus en plus les dirigeants économiques tout simplement ne font plus confiance, voire même ont une espèce de lassitude qui tourne à l'indifférence à l'égard de ce qui se passe dans le monde politique. Et en même temps, bien sûr, ça génère énormément d'inquiétudes. On ne sait pas si demain on va avoir un budget, on ne sait pas dans quelles conditions. Et cette incertitude est quand même profondément néfaste quand on doit investir, quand on doit prendre des décisions qui engagent. C'est quand même extrêmement compliqué. Bon, je pense que ce sujet, il est directement pour vous. Amélie de Montchalin, moi j'étais à la REF hier, l'université d'été du MEDEF. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des patrons qui pensent que désormais, ça ne sert plus à rien de parler aux politiques. Il y a une sorte de scission, c'est-à-dire que l'année dernière, on était un peu dans l'attentisme. Cette année, on est passé à un autre sentiment, une sorte de fâcherie, de plus envie de se parler entre politique et économie. C'est assez dangereux, en fait. Bonjour et merci de votre invitation. Bon, effectivement, je pense qu'on est dans un moment politique extrêmement déprimant. Votre slogan de cette réunion, c'est l'économie de demain. Bon, l'économie de demain, elle commence par savoir se mettre d'accord aujourd'hui. Et pour que justement il y ait un futur et un demain, qu'on sache structurellement se mettre d'accord, non pas juste là, maintenant, vous voyez, en septembre 25, mais chaque année dans le futur, de manière répétée. Et ce que vous décrivez tous les deux, ce fameux divorce, moi, résolument, je veux lutter contre. Je ne suis pas naïve, je ne suis pas illuminée. Mais dans une démocratie, si le monde politique, justement, se détache de la réalité tout court, de la réalité des Français, de la réalité de la vie quotidienne, de la réalité économique, de la réalité écologique, alors ça veut dire que ce qu'on fait est artificiel, ça veut dire que ce qu'on fait n'a plus de sens, et ça veut dire qu'au fond, il n'y a plus de démocratie. Comment voulez-vous que les citoyens aillent voter pour quoi que ce soit s'ils ont l'impression que le débat que nous avons n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent? Et pour qu'on arrive à, au fond, justement éviter ce divorce, il y a deux choses que je veux vous dire. D'abord, en février dernier, nous avons trouvé un accord. Moi, je suis arrivée le 23 décembre, on me disait exactement la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, on est acculé par des calculs d'apothicaires pour savoir si on met 1, 2 ou 3 milliards sur chacune des lignes. Bon, un budget, c'est un moment de choix. Et en février dernier, et je suis très fière d'avoir vécu ce moment-là, nous avons réussi, en tant que pays, et parce qu'il y avait des responsables politiques, qui ont eu des responsabilités dans le passé, qui se sont sentis responsables du présent, et qui se sont aussi, et c'est ça qui est important et que je voulais vous dire, sentis responsables du futur. L'accord qu'on a trouvé en début d'année 2025, ce n'est pas un accord d'apothicaire. Ce n'était pas un accord tellement budgétaire. Vous avez d'ailleurs vu que assez peu de choses ont bougé dans le budget lui-même. Beaucoup de gens d'ailleurs disaient « qu'est-ce qui a changé ?» Mais ce qui a changé, les éléments qui ont permis de nous mettre d'accord, c'est parce qu'on a parlé du futur. On a parlé d'un élément, vous avez vu, qui a, comme on dit, rebondi récemment, qui s'appelle le logement, la construction. Ce n'est pas mirobolant, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a encore 18 mois. Parce que le Parti socialiste, parce que le socle commun a dit sur ce sujet-là, si on veut donner un élément de projection au pays, il faut qu'on se mette d'accord différemment. On a parlé d'écologie et de fonds verts. On a parlé de formation. On a parlé donc d'enjeux de demain. Et moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que l'engagement de femmes politiques qui est le mien,
il est avant tout un engagement de citoyenne. Si on pense qu'il y a un divorce entre la classe politique d'un côté et le monde économique, c'est qu'on considère qu'il y aurait au fond plus de citoyens, il y aurait différents groupes. Vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens engagés, vous représentez des entreprises, un groupe voilà, industriel d'assurance, mutualiste. Si on se revit tous comme des citoyens, alors chacun peut apporter sa réalité. Qu'est-ce qu'il veut pour le pays demain? Qu'est-ce qu'il veut pour sa famille? Qu'est-ce qu'il veut pour son avenir? Et réégaliser un peu le débat, c'est une manière aussi de trouver justement des points d'appui pour nous mettre d'accord. Et je finirai sur une chose. On a l'impression qu'on vit un moment et que c'est la répétition voilà, d'un blocage. Moi, je ne suis pas certaine qu'en 2027, on retrouve une majorité absolue. Donc soit on change de pratique, de culture, on se dit que se mettre d'accord, c'est ça qui nous permettra d'avoir non seulement un présent et un futur, et qu'il va bien falloir se mettre d'accord sur des choses extrêmement structurantes. Soit on va prier les dieux de la majorité absolue, je ne suis pas sûr qu'ils existent, je ne suis pas sûr que ça marche, et je ne suis pas sûr que surtout on ne déprime pas, et là dans ce cas-là, ça serait une crise majeure, durablement notre pays, qui lui, dans ce cas-là, n'aura plus de futur. Amireza Tofigui, vous qui représentez les PME, quelle est l'ambiance quand on est une PME? On est très ancré dans son territoire. Le fait ne serait-ce que de créer de l'emploi, c'est aussi de la politique. On est en lien permanent avec son bassin d'emploi. Aujourd'hui, les patrons de PME, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur feuille d'impôt, ils font des calculs d'apothicaire justement pour savoir, en fonction des différentes déclarations qu'ils trouvent dans la presse, qu'est-ce qui va se passer demain, où ils arrivent quand même à se projeter un peu plus que demain ou après-demain. Alors, bonjour à tous et merci Pascal pour ton invitation. Ce qui est sûr, c'est que le moral aujourd'hui, il n'est pas bon. Alors moi, je ne suis pas du tout ici pour taper sur les politiques et je pense que c'est sain d'avoir des débats, des oppositions dans le débat public. Mais par contre, il faut à un moment donné avoir du compromis. Parce que nos entreprises, elles ont besoin d'avoir de la visibilité pour investir et surtout de sentir qu'on a un débat public qui tient compte des réalités. On a un contexte international qui est difficile. On a un contexte économique qui est difficile, on a un besoin aujourd'hui d'investissement sur des grands sujets d'avenir et on a l'impression que le débat public il est orienté sur 2027. Et je veux dire, nous, on vit la réalité avec nos salariés, avec nos difficultés. On a l'impression qu'à la fin, beaucoup sont déjà en train de jouer le jeu de la présidentielle au lieu de jouer le jeu de l'avenir du pays en termes économiques, en termes de projets de société, sur quelle vision on a pour demain. Et donc ça, c'est frustrant. Voilà. Et je pense que nous, chefs d'entreprise, on doit prendre la parole beaucoup plus qu'aujourd'hui pour rappeler un peu la réalité. Et en effet, les chefs d'entreprise sur les territoires qui aujourd'hui emploient des salariés, on a souvent l'impression dans le débat public qu'il y a une opposition entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Mais c'est super énervant d'entendre ça en fait. Nous, au quotidien, on vit les difficultés de nos salariés. Donc, à la fin, je veux dire, on demande la même chose. Et on aura l'occasion d'en parler. Comment on fait pour que nos salariés soient mieux payés? Comment on fait pour avoir les moyens d'investir sur les sujets du futur? Comment on fait pour produire en France, au lieu d'importer en permanence des produits? Et donc c'est un peu cette incompréhension parfois qu'on ressent. Et en parallèle, d'avoir le sentiment qu'on a toujours plus de contraintes, de normes, et on n'est pas contre les normes, mais d'avoir toujours plus de contraintes qu'on ne comprend pas. Voilà. Et c'est un peu ce sentiment qui parfois crée beaucoup de frustration. C'est le mot norme qui vous fait réagir, Amélie de Montchalin? Non, c'est le mot compromis. Moi, j'ai vraiment un espoir et une forme d'optimisme. On a l'impression que les Français ne savent jamais se mettre d'accord. Mais dans chacune des entreprises, vous êtes des chefs d'entreprise, tous de petites, moyennes ou plus grandes entreprises. Mais vous savez vous mettre d'accord. Vous savez trouver des accords avec vos salariés. Vous savez négocier avec des syndicats qui, localement, ne sont pas dans des postures. Et donc cette culture, c'est pas les Français sont incapables de se mettre d'accord. C'est qu'il y a des endroits où ils savent très bien le faire, vos entreprises. Il y a des endroits où on sait même le faire à l'international. La France est reconnue comme une puissance diplomatique qui permet le compromis. Et bizarrement, dans notre démocratie, on a cassé ce lien-là. Et donc moi, je trouve que c'est plutôt une source d'espoir de savoir qu'il y a des Français qui savent se mettre dans des pièces et savent se mettre d'accord tous les ans quand vous négociez vos accords d'entreprise, vos accords égalité. Et ça marche en réalité. Dans les entreprises, l'ambiance est plutôt bonne. Ça marche bien sûr dans les entreprises, mais il y a deux conditions pour ça. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Amélie, sur la nécessité de la culture du compromis. Mais je crois que ce vers quoi il faut que nous arrivions, c'est finalement un exercice un peu adulte du pouvoir et du pouvoir politique. Et l'exercice adulte du pouvoir politique, c'est quoi ? C'est bien sûr la capacité de compromis, c'est bien sûr la capacité de voir global, c'est-à-dire de voir l'intérêt général et pas seulement de regarder ses intérêts particuliers. Mais l'exercice adulte du pouvoir, c'est également
Tout simplement être attentif, avoir de la considération, avoir de l'empathie, avoir de l'écoute. Moi, quand je vois le budget, pardon Amélie, qui a été proposé par François Bayrou cet été, qui pèse quand même, dont l'effort pèse très majoritairement, quasi exclusivement, sur les classes sociales les plus modestes, et quand je vois ce que ça provoque en termes de révolte sociale et en termes d'opposition politique, c'est-à-dire d'impossibilité même d'adopter ce budget, je me dis que là, oui, il y a des progrès considérables à faire dans le compromis, mais aussi dans l'attention sincère portée tout simplement à la situation des gens. Amélie de Montchalin, une réaction sur le budget, mais on va pas le défendre en long, large, en travers. Vous savez, c'est la première fois qu'il y a un ministre du budget qui n'a pas de majorité absolue avec qui travailler. Donc moi, je suis très lucide. Le budget, c'est pas avoir raison tout seul. Le budget, c'est proposer un texte et se dire que s'il y a des choses qui ne conviennent pas, on les change. Donc c'est un texte et une négociation. Et je peux vous dire que l'état d'esprit qui est le mien, c'est le même que celui du mois de février. Tout le monde pensait que c'était impossible de se mettre d'accord à partir de la base de la proposition de Michel Barnier. Et on a réussi. Et donc, les éléments de justice fiscale, les éléments d'équité, les éléments de rémunération du travail, les éléments de comment, pour produire plus, on trouve les bonnes mesures. Et comment on trouve les bonnes mesures avec les Français, avec les entreprises et avec la société dans son ensemble. Mais tout ça en regardant les 40 milliards, parce que ça reste le... Mais parce que la réalité, elle est aussi de dire, on peut se dire qu'on s'en fiche. Enfin, l'année prochaine, on va payer 8 milliards de charges d'intérêt en plus. L'année d'après, 8 milliards de plus. Et à un moment donné, nous ne pourrons plus assurer l'essentiel. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet des normes, parce qu'il y a encore quelques années, c'est comme ça qu'on préparait le futur. C'est-à-dire qu'on mettait en place des normes et on se disait, voilà, tel type de voiture, ça sera interdit. C'est comme ça qu'on vivait en une sorte qu'on arrivait à se projeter dans le futur. Aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. C'est désormais la première chose qu'on dit quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on est assommé par les normes. C'est le premier thème. Pascal Demurger, comment on fait soit pour redonner un petit peu de hauteur au sujet et arriver à dire que toutes les normes ne sont pas mauvaises, ou il faut faire un tri dans l'ensemble des normes et ne garder que ce qui est bon, c'est-à-dire, je ne sais pas, ces 3S, je ne sais pas quelle norme vous considérez qui est bonne, vous allez nous le dire. Trois choses. D'abord, oui, évidemment, nous sommes dans un pays dans lequel il y a une réglementation qui est considérable et qui, en plus, est alimentée par une inflation quasi quotidienne, en réalité, de normes nouvelles. Et oui, il y a un sujet d'excès de normes, de complexité, qui fait que, à la fois, ça coûte, ça prend énormément de temps. Ça, je crois que c'est indéniable. La deuxième chose, c'est que depuis quelques mois désormais, il y a une petite musique qui s'amplifie de plus en plus et qui fait que on jette le bébé avec l'eau du bain. Sous prétexte de vouloir simplifier, réduire un peu les normes excessives ou inutiles, on en vient à détricoter des pans entiers, notamment sur la transition écologique, demain peut-être sur d'autres sujets, et ça, c'est dramatique pour le long terme. Et la troisième chose, c'est qu'on a malheureusement une vision, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe en général, qui est infiniment trop normative et pas suffisamment stratégique. Quand on parle de transition écologique, si on regarde la Chine en fait une stratégie économique, une stratégie d'influence, les routes de la soie assez largement à travers en effet des investissements en faveur de la transition écologique et une stratégie d'indépendance parce que la Chine n'a pas d'énergie fossile en dehors du charbon, mais ça a ses limites. Et donc aujourd'hui, la Chine est de loin le premier producteur mondial d'électricité solaire, 3 fois plus que l'ensemble de l'Europe. Amireza Tofigui, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain quand on critique les normes? Moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui avaient une vision très extrémiste, on va dire, de la transition environnementale, je leur avais toujours dit, vous êtes ceux qui allaient tuer finalement ce projet indispensable pour la société. Parce que déjà, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas attendu les normes, ils n'ont pas attendu les obligations, ils n'ont pas attendu d'avoir des contraintes pour enclencher ce sujet-là. Et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très engagés. Je pense que Pascal, ton organisation, est justement fait partie de ces organisations qui sont très engagées. Mais au-delà de ça, en fait, la réalité, c'est que la plupart des chefs d'entreprise sont conscients qu'on a un enjeu majeur. Et donc, font des efforts tous les jours. Mais qu'est-ce qui nous énerve en permanence? C'est un peu la norme idiote, c'est la norme en fait, qui ne sert à rien. C'est la CSRD, en fait, quand elle est construite comme elle est construite. Et que derrière, nous, on dit, mais attendez, mais là ce truc-là, en fait, ça va juste devenir un rapport à faire.
et en fait qui va avoir aucun intérêt en fait, et qu'on nous écoute pas, et qu'à la fin on se retrouve en fait face à quelque chose en fait qui fait que en fait d'être finalement des documents à remplir, mais on n'a même plus le temps finalement de faire ce qu'on veut faire, même on n'a même plus le temps de faire cette transition écologique, et donc on perd tout le monde. Et en fait à un moment donné à la fin on perd tout le monde, et surtout on en devient presque des ennemis en fait de cette transition écologique, parce qu'on se dit mais si c'est ça la transition écologique, eh ben j'en veux pas en fait. Et c'est ça qui est terrible en fait, on perd les gens. Et moi je vous donne un exemple. Aujourd'hui l'Europe, après pendant plusieurs années avoir mis un flot de normes, la même personne, finalement la même, parce qu'on a toujours Ursula von der Leyen qui est à la tête de l'Europe, maintenant nous dit on va simplifier. Et donc elle nous fait l'omnibus. Voilà, l'omnibus avec des textes de simplification. Moi j'ai parlé il y a 2 jours avec un grand patron français qui me disait il y a l'omnibus et en parallèle on est encore en train de mettre énormément de normes. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires à Bruxelles qui passent leur temps à créer des normes. Mais je vous jure, en fait, l'Europe en fait, est devenue une Europe normative. Et tu as raison, en fait, Pascal. La Chine a une vision stratégique. Les États-Unis sont en train d'investir sur eux en disant America first. Et nous, les Européens, on est vraiment les naïfs du groupe, quoi. On est les dindons de la farce. On est en train de sacrifier notre économie pour un idéal que, bien évidemment, on partage, mais sur lequel, à la fin, on n'y arrivera pas. Et dernier point, nous, on demande des normes qui soient équitables. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter d'avoir des normes en France qui ne sont pas les mêmes avec nos concurrents européens et qui ne sont pas les mêmes avec les concurrents mondiaux. Ça, c'est insoutenable, en fait. C'est vraiment insoutenable. Amélie de Montchalin, c'est quoi la bonne norme qui permet d'avoir une vision stratégique et la mauvaise norme? Là, on a pris l'exemple de la CSRD qui fabrique surtout, quand même, il faut le dire, du cabinet de conseil et de la start-up qui va gérer des problèmes Excel, hein, pour le voir de manière inflationniste. Il se trouve que j'ai été, vous savez, ministre de la transformation publique pendant quelques années, et j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, et on a essayé justement de rendre les choses, dans certains domaines, un peu plus efficaces. Très simplement, la bonne norme, c'est celle qui empêche d'avoir des passagers clandestins. La bonne norme, c'est celle qui permet qu'il y ait équité et égalité, ou en tout cas que chacun puisse se dire qu'il participe à des objectifs collectifs. La santé au travail, la prévention des risques, les accidents. Ça me semble utile que sur ces enjeux-là, on puisse se dire l'écologie, il ne peut pas y avoir des gens qui n'en ont rien à faire quand les autres derrière font des efforts. Donc pas de passagers clandestins. La bonne norme, c'est celle qui est incitative, qui du coup regarde les résultats plutôt que les moyens. À partir du moment où on norme la manière de faire, on déprime tout le monde. Quand on norme les résultats, on motive tout le monde. Parce qu'on dit, voilà, en fait, ça devient un enjeu d'émulation, ça devient un enjeu potentiellement de concurrence au sens positif, de progrès. Donc la bonne norme, c'est celle qui regarde les résultats et pas les moyens. Et la bonne norme, c'est celle qui fait qu'il n'y a pas de passagers clandestins. Ça fait beaucoup de normes à zigouiller, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de normes qui rentrent dans les critères. On peut tous relire Tocqueville. Ça peut être une bonne lecture de week-end si on veut prendre de la hauteur tous. La passion de l'égalité française fait qu'on écrit dans des textes et des lois ce que chacun doit faire pour que jamais il y ait de différence entre Lille et Montpellier et entre, voyez, des territoires corses et des territoires bretons. Mais vous savez, et les Corses et les Bretons, ils disent mais il y a peut-être des sujets sur lesquels on a le droit d'avoir un peu de latitude. Et la passion de l'égalité, si c'était une passion de l'équité et de l'efficacité, ça nous rendrait dans de très nombreux domaines, je pense, bien plus performants et peut-être plus apaisés. Mais vous voyez, là où je suis d'accord avec votre question, c'est que le bébé et l'eau du bain, j'ai écouté Jordan Bardella hier en différé faire son discours au MEDEF, c'est une insulte à l'intelligence des Français. Il n'y a pas... Toutes les normes ne sont pas des choses qui empêchent le pays de vivre. Il y a d'ailleurs des normes sur lesquelles on a fait des luttes sociales et je crois que personne, ni de droite, ni de gauche, ni d'une part, n'imagine revenir dessus. Il y a des normes qui sont des normes protectrices. Et heureusement qu'on a d'ailleurs en Europe aussi des valeurs qui font qu'on les exporte. Et je pense qu'il faut aussi du coup qu'on ait de la mesure, et je pense que Pascal, en ce sens, enfin, tous les deux, vous dites des choses assez similaires. En tout cas, je te rejoins complètement pour dire que Bardella est une insulte à l'intelligence des Français. Très bien. Ce qui est bien, c'est que vous parlez avec un public conquis, ce qui n'est pas trop dangereux.
Vous ne prenez pas un risque monumental, hein, apparemment. Il y a la question des normes, évidemment, et puis il y a la question du financement de la transition écologique, bien sûr, mais sur plein d'autres sujets. Dans un contexte, évidemment, où il n'y a pas d'argent, il faut être très clair, dans lequel on ne va pas pouvoir se tourner vers l'État systématiquement pour financer un nouveau véhicule, une nouvelle chaudière. Il va falloir évoluer sur ces questions-là. Quand on est une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On doit se tourner vers les banques, vers le private equity, repenser sa manière de structurer son business, essayer d'augmenter les marges. Comment on fait, Pascal? Alors d'abord, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans la mesure où on est un pays dans lequel le taux d'épargne n'a sans doute jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc il y a un sujet de mobilisation, un sujet de fléchage, de mobilisation. On a tous vu le rapport Draghi et effectivement les investissements qu'il faut consentir à la fois pour la souveraineté économique de l'Europe, mais également pour la transition écologique. On a tous vu le rapport de Jean Pisani-Ferry sur les 65 milliards annuels nécessaires pour la transition écologique. Ce sont en réalité en fonction du fléchage que l'on va faire de l'épargne des Français et des institutions bancaires, assurances, etc., ce sont des montants qui sont totalement accessibles. Et ce sont des montants qui sont complètement nécessaires, et qui sont complètement nécessaires, pas seulement, et évidemment, j'y suis extrêmement sensible, mais pas seulement pour, en effet, la transition écologique et prendre notre part et une part active dans la sauvegarde autant qu'on peut le faire de la planète, mais ce sont des investissements totalement indispensables pour réorienter l'industrie européenne. Mais cette épargne aujourd'hui, les Français, on est un peu plus de 18% du taux d'épargne, on est à des records. Ça veut dire qu'ils se font un plan d'austérité tout seuls, en fait, les Français, c'est-à-dire qu'ils ont la trouille, donc du coup, ils ne consomment pas. Vous allez leur dire, demain, vous allez les investir cet argent dans des entreprises vertes pour financer la transition énergétique. Vous pensez que ça va fonctionner ? Bien sûr que non, mais il y a des intermédiaires financiers. Cette épargne, elle est placée dans des établissements bancaires, elle est placée auprès des assureurs sous forme d'assurance vie. Moi, je dirige une société d'assurance. On a un peu plus de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et je peux vous dire qu'on peut se fixer des règles d'investissement qui font qu'on investit massivement dans la transition écologique. Ça fait des années, pour ne pas dire plus, que l'on n'a pas investi un seul euro dans les énergies fossiles et qu'à l'inverse, on investit massivement dans la transition écologique. Donc ce n'est pas le sujet individuel des Français sur un acte volontaire, je vais financer ça plutôt que ça, c'est un sujet de fléchage de l'épargne détenue par les institutions financières. Et il y a une possibilité de le faire. Et je peux vous dire, parce que, évidemment, on regarde ça de près. Il ne s'agit pas non plus de faire des investissements qui ne soient pas suffisamment rentables. Je peux vous dire qu'en ayant ce niveau d'exigence avec soi-même sur les placements financiers que l'on fait, on a des niveaux de rentabilité qui sont complètement dans le marché. Amireza Tofighi, financer la transition énergétique, sa propre transition, quand on est une grosse PME industrielle, qu'on doit décarboner son chauffage ou ses fours, ça représente des montants d'investissement colossaux, voire même parfois ça peut vous emmener dans le mur. C'est-à-dire que c'est tellement énorme que vous ne pouvez pas le financer. Oui, en fait, le drame de notre pays, c'est que en fait, si l'État s'inspirait d'une entreprise, il emprunterait pour les investissements de demain, et il payerait ses dépenses courantes avec les recettes d'aujourd'hui. Or, c'est exactement l'inverse qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on emprunte pour nos dépenses courantes, donc pour notre modèle social, pour le coût de l'État, et finalement, on n'a plus les moyens d'investir dans le futur. Je te rejoins, Pascal. En effet, aujourd'hui, on a l'argent, on a l'épargne, et on a quand même la puissance publique qui devrait investir pour accompagner la transition écologique, pour la transition démographique, parce qu'on a quand même une société qui vieillit. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc le premier point, c'est de dire comment on fait pour que l'État, un, ait une vision stratège, et deux, ait les moyens d'investir pour ça. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par, quand on regarde le coût de l'État, ça passe déjà par remettre de l'efficience dans le modèle social. Et je pense qu'on ne peut pas éviter le débat du modèle social, pas sur la finalité du modèle social, pas sur le niveau de garantie qu'on propose, parce que c'est la chance de notre pays d'avoir ce modèle social, et il profite aussi aux entreprises, mais sur l'efficience aujourd'hui, sur le coût qu'il a, et sur qui le finance. Et bon, je pense qu'on pourra en parler après, mais on ne peut pas demander aux travailleurs de financer 100% du modèle social. Et donc, on doit avoir cette discussion-là, parce que si on ne l'a pas, en fait, on sacrifie la jeunesse.
on sacrifie les jeunes, on sacrifie ceux qui demain devront, rembourser la dette et n'auront pas eu les investissements de la nation. Parce que qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner un pays qui n'aura pas investi sur ses infrastructures, qui n'aura pas investi sur sa décarbonation. Et par contre, on leur lèguera les dettes d'aujourd'hui, celles pour financer nos dépenses courantes. Et ça, c'est immoral. Et donc oui, il faut réorienter l'épargne privée. Il faut que l'État investisse à travers les entreprises, donc accompagne, et pas forcément en subvention, ça peut être en prêt, ça peut être en plein de choses, mais accompagne la transition des entreprises. Et pour ça, bien évidemment, il faut réduire la dépense publique pour qu'elle n'ait pas aujourd'hui besoin d'emprunter pour financer les dépenses courantes. Vous êtes très proche du discours de François Bayrou de lundi, c'est-à-dire que le constat est partagé sur la question... C'est peut-être lui qui est proche de mon discours. Alors peut-être peut-être que vous écrivez pour lui. Aussi, mais c'est vrai, sur le constat, Méline Montchalin, des dépenses publiques qui empêchent, notre niveau de dette nous empêche de penser l'avenir. Bon, moi, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Amir, et très aligné. Moi, je pense qu'il y a une solution, qui d'ailleurs montre qu'on doit penser bien l'avenir et pas juste les choix de très court terme. Soit dans notre pays, on continue de penser que 22 millions de salariés du privé vont financer avec leur travail la solidarité nationale pour 70 millions de Français. Si on continue de penser que c'est la bonne solution, eh ben ça a deux conséquences. Ça fait que les entreprises ne peuvent pas investir dans ce qui est essentiel, l'avenir, la transition, leur innovation. Et ça a une deuxième conséquence, c'est que les travailleurs français sont dans une posture où ils disent pourquoi je vais travailler plus, pourquoi je vais m'engager, Générationnellement, on est une salle ici où je pense qu'on est majoritairement des actifs. On a entre 25 et 65 ans. Nous sommes cette génération prise en étau. Nous avons des parents et des grands-parents dont nous voyons bien le vieillissement et qui peuvent d'ailleurs amener des dépenses d'autonomie très coûteuses. Et nous voulons, et c'est notre dignité collective, bien les prendre en charge. Nous avons des enfants à qui nous voulons aussi léguer un avenir et imaginer la place qu'ils auront demain. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir des choix personnels, professionnels qui nous donnent un avenir. Et donc, la question pour moi, c'est comment le modèle social 1945, à l'époque juste, il y avait à peu près 30 millions de cotisants pour 45 millions de Français. Aujourd'hui, il y a 22 millions de salariés du privé pour 70 millions de Français. Ça ne peut pas tenir. Mais on bascule sur quoi? C'est la TVA sociale parce que, ok, on libère le net, mais sur quoi va-t-on? Si on dit TVA, tout le monde dit non. On a plein d'autres sources. On peut, et vous voyez, dans une logique qui n'est pas une logique de baisse d'impôts, mais comment on répartit ce financement entre toutes les sources de création de valeur de notre pays? Il y a évidemment, vous parlez de la consommation, il y a l'immobilier, il y a l'héritage, il y a le capital, on peut faire... La créativité fiscale en France n'est pas ce qui nous manque. Mais voyez bien que ce n'est pas du tout pareil de dire toute la société, toute sa création de richesse contribue à cette solidarité nationale, plutôt que de dire vous entreprise, vous employeur, vous salariés, mais parce que l'équation démographique d'aujourd'hui 2025 n'a juste rien à voir avec celle qu'elle était en 1945. Le général de Gaulle avait raison de nous lier les uns aux autres. Mais aujourd'hui, l'équation de notre pays démographique fait que cette liaison entre nous est devenue une source de défiance. Défiance vis-à-vis de l'État, défiance vis-à-vis des autres, défiance des entreprises vis-à-vis d'elles-mêmes. Et moi, je pense que c'est le choix. Et ce que je peux vous dire, et je vous le dis très sincèrement, je pense que ce n'est pas un débat pour 2055, c'est un débat pour 2026. Amir a fait beaucoup de propositions dans le débat. Il y a beaucoup de syndicats. Si on est là aussi dans la posture de négociation, de compromis, de construction de l'avenir, comme dans vos entreprises, je suis certaine qu'il y a un chemin. On ne va pas tout faire d'un coup. Mais vous voyez bien, il faut qu'on trace un chemin. Sinon, c'est la déprime totale et il n'y a pas d'avenir. Et nous, politiques, on ne peut pas être juste là pour administrer le matin du jour suivant. Pascal Demurger, il faut libérer le net, c'est à peu près ça. En gros, ne pas faire peser l'ensemble du modèle social sur le travail. Vous êtes pour ou contre la TVA sociale? Vous basculeriez sur quel type de modèle? Alors moi, je partage d'abord totalement le constat. On l'a vu, y compris d'ailleurs dans un excellent rapport du CPME, de la CPME, qui est sorti il y a quelques semaines sur la fiscalité pesant sur le travail et le reste de la fiscalité pesant sur les ménages. Si on a un salaire, le salaire moyen, ça doit être aujourd'hui 2 300 € brut par mois. Si on ajoute les cotisations sociales, la CSG et l'impôt sur le revenu, il y a une imposition globale à 45%.
Là où les revenus du capital, flat tax, sont imposés à 30%, là où les héritages en moyenne sont imposés à 6%. Moi, quand je suis né, l'épargne des Français était constituée aux 2/3 du produit, du fruit de leur travail, de ce qu'ils avaient épargné grâce à leur travail, grâce à leur salaire, et 1/3 du fruit de ce qu'ils avaient reçu en héritage. Aujourd'hui, la proportion est exactement inverse. C'est-à-dire que l'on est passé dans un pays où l'héritocratie l'emporte sur la méritocratie, où on n'a plus de perspective en tant que salarié de réel changement de sa condition sociale. Donc oui, il y a un problème de valorisation du travail, et cette valorisation du travail, elle passe par un rééquilibrage de la fiscalité entre le travail et le reste. Amélie Montjalin. Vous voyez, on parlait au départ de se mettre d'accord. Se mettre d'accord aujourd'hui, pour demain. Je ne sais pas qui dans le pays, responsable politique de droite, de gauche ou du centre, aujourd'hui, en vrai, porte fermée, est contre ce qu'on vient de dire. Et c'est ça qui me donne, je crois, de l'espoir. C'est que si porte fermée, on est tous d'accord, ben c'est quoi? On va essayer de se mettre d'accord et puis donner un accord pour que les portes ouvertes, pour que les Français, pour que notre avenir, on avance. Ce débat, ça fait des années qu'il est dans le présent, qu'on tourne tous autour. Entre-temps, on a juste désespéré beaucoup de Français de travailler plus. Et on a déprimé beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « mais moi, je n'ai pas les ressources pour investir ». Et donc, derrière, c'est aussi un choix de marge de manœuvre. Qu'est-ce que l'État organise? Comment il fait ce choix collectif? Et face à la transition écologique, puisque c'était le début de votre question, il faut qu'on se redonne des marges de manœuvre. Il faut qu'on fasse des choix. Et je pense que ce n'est pas tout bazardé. C'est précisément parce qu'on veut garder cette solidarité nationale qu'on trouve la bonne équation, les bonnes sources de revenus, les bonnes sources de richesse qu'on met au service de nous tous. Sur la hausse de la fiscalité du capital, je ne sais pas avec qui vous étiez porte fermée, mais hier au MEDEF, ils ne sont pas tous complètement d'accord. Il y a quand même... Amir, je ne sais pas si c'est votre point de vue. Parce qu'il y a une très grande crainte. La crainte, c'est une crainte de confiance. C'est OK, vous allez augmenter la fiscalité sur le capital. Oui. Qui vous dit que derrière, vous êtes capable de baisser celle sur le travail? Qui vous dit que derrière, on ne va pas remplir un puissant fonds de dépenses publiques qui ne vont pas être tenues? C'est ça le sujet. Ou faire des contributions exceptionnelles tous les ans. Et donc, vous voyez qu'il y a un postulat de confiance. C'est comment on se met sur un temps où pendant 2, 3, 4 ans, on fait aussi un contrat et on dit voilà, on change le modèle, mais ce modèle, on change pour des raisons qu'on peut tous comprendre. Pas parce qu'on fait une entourloupe, on remplit, vous voyez, ce que beaucoup de chefs d'entreprise me disent. Ils me disent moi, si vous augmentez la fiscalité et que vous m'expliquez à quoi ça sert, je veux bien. Si vous augmentez la fiscalité et que c'est que pour financer au fond des dépenses courantes sur lesquelles je n'ai pas de retour collectif, je ne veux pas. Amir. Non, c'est un peu énervant parce que je suis d'accord avec les deux, du coup. C'est super. Non, mais alors je vais même plus loin que toi, parce que la fiscalité du travail, c'est quand même, si on prend globalement, il y a d'abord les cotisations patronales, puis les cotisations salariales, puis l'impôt sur le revenu, et en fait, c'est finalement vraiment le travailleur paye aujourd'hui la majorité du modèle social de beaucoup plus de personnes qu'il y a 70 ans, et je rajoute quelque chose il y a 80 ans, c'est qu'à l'époque, le monde n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. On n'avait pas les importations de produits avec des pays avec pas la même fiscalité, pas la même charge sur les entreprises. Et donc, moi, je pense que le projet initial, il est de dire déjà, avant de parler de la fiscalité, de où on va aller chercher, de dire qu'est-ce qu'on redonne au travail. Et moi, je vais même plus loin que ça, je dis, finalement, aujourd'hui, on a les cotisations patronales et les cotisations salariales, on a à peu près 20% sur les salaires, côté salarial. Allez, on supprime ces 20%. C'est 20% de salaire supplémentaire pour tous les salariés. Ou à la limite, on le fait pour jusqu'à un certain niveau de salaire. Je veux dire, même l'extrême gauche ne propose pas autant d'augmentation de salaire. Hein, parce que, de souvenir, je crois que c'était 10% d'augmentation du SMIC. Moi, je propose 20% d'augmentation du SMIC. Voilà, 20% d'augmentation du SMIC. Et vous enlevez toutes les charges, vous? Oui, par exemple, côté salarial. Ça veut dire que c'est du direct sur le salaire. Maintenant, en effet, il y a une enveloppe globale de fiscalité à trouver. Parce que je ne dis pas que l'argent est magique. Et là, je rejoins ce que dit Amélie. C'est-à-dire que si derrière, il y a un vrai projet, moi, je vous garantis qu'on peut parler de fiscalité, du capital, on peut parler d'autres modes de fiscalité, et on peut trouver derrière la fiscalité parce qu'il y a un projet. Parce qu'on s'est dit, on veut que le travail paye mieux. Parce qu'on s'est dit, en effet, dans une société comme la France, aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'à l'époque, un travailleur mettait 20 ans pour doubler le salaire, hors inflation, et que maintenant, c'est plus de 40 ans. Ça veut dire que ça n'arrive plus, en fait, dans une vie professionnelle. Qu'aujourd'hui, un travailleur a du mal à se loger. Et c'est pas normal, en fait, aujourd'hui. On a des travailleurs pauvres, en fait, parce qu'on leur demande de financer un modèle social qu'ils ne peuvent pas financer tout seuls. Et donc, il faut absolument attaquer ce sujet. D'abord par le projet, de dire on redonne au travail plus de valeur. Et ensuite, honnêtement, on trouvera la fiscalité. Et encore une fois, je vous dis,
la fiscalité du capital, tous les modes de fiscalité. Si c'est pour mieux payer les salariés, on sera d'accord. Mais si c'est à chaque fois pour avoir l'impression qu'on paye un État qui n'arrive pas à se réformer, c'est ça qui en fait est énervant. Parce que Amélie de Montchalin, aujourd'hui le projet tel qu'il est présenté, c'est quand même travailler plus ou payer plus d'impôts pour payer les dépenses publiques, pour payer la dette. C'est aujourd'hui ça le projet, et c'est peut-être là que ça a du mal à passer. Le projet, si vous avez bien compris, c'est une base de négociation. J'insiste sur ce point. Il n'y a pas une vérité vraie, vous voyez, qui dirait c'est comme ça et pas autrement. Mais je veux juste rappeler, parce qu'on a un peu oublié que la structure publique fait beaucoup d'efforts sur elle-même. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, parce que sinon on a l'impression qu'on fait que du bon taux et on bouge des boules l'un d'un côté et de l'autre, on parle de milliards. En 2025, nous portons l'État, dans sa structure, ses effectifs, son organisation, porte 23 milliards d'économies, 75% de l'effort d'une réduction de déficit qui est en train de fonctionner. Et c'est pour moi aussi un gage très important de ce futur qu'on veut construire. C'est est-ce qu'on est capable de tenir nos engagements? En 2025, pour la première fois depuis 5 ans, on va tenir un déficit comme on s'est mis d'accord en février. 5,4%, c'est beaucoup trop, mais on y arrive. C'est aussi cette confiance-là qu'on doit être capable de recréer. Et donc, quand vous dites, voilà, comment on fait pour faire des économies, et ça a déprimé tout le monde de voir qu'il fallait qu'on résorbe ce déséquilibre, je veux juste rappeler, ce déséquilibre, il vient d'où? Il vient aussi parce qu'on a protégé notre pays comme nul pays ne l'a fait pendant le Covid. On a protégé vos entreprises, les PGE, on a protégé les salariés, on a fait le chômage partiel, on a protégé énormément d'outils qui font qu'aujourd'hui notre économie n'est pas florissante comme on aimerait qu'elle le soit. Sauf qu'on est le pays qui a le plus de croissance cumulée depuis 2017 d'Europe. Donc ça a eu aussi des gains. Maintenant, c'est le moment de se dire bah voilà, comment on remet tout ça au fond un peu avec une forme d'équilibre qui fait que ce qu'on lègue à nos enfants, ce n'est pas des choix contraints, et ce n'est pas de la dette. Et il y a un enjeu, je vais finir là-dessus. Vous entendez beaucoup parler de FMI et autres. Au fond, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est notre souveraineté. Est-ce que nous, Français d'aujourd'hui, de 2025, nous sommes capables de faire nos choix? Ou est-ce que parce qu'on n'est pas capable de faire nos choix, d'abord, on aura effectivement limité notre capacité de projection pour les familles, pour les entreprises, pour les citoyens, mais surtout, c'est d'autres que nous qui un jour nous diront quoi faire. C'est d'autres que nous. C'est des bureaucrates quelque part, c'est des banquiers centraux, c'est un pays voisin qui nous dira « bon là, vous nous entraînez dans une situation qui est très difficile ». Et moi, le combat que je mène, c'est pas FMI, pas FMI. C'est les Français pour les Français. C'est nous avec nous-mêmes. C'est notre réalité avec nos enjeux. Et une grande démocratie, je pense, est tout à fait capable de se regarder en face, de trouver des hommes et des femmes responsables, de se dire qu'on ne va pas attendre 2 ans pour constater je ne sais quoi de mieux qui viendrait par miracle, pour ne pas donner les clés à ceux qui ont, au fond, des illusions avant nos Français. Du rêve ou, en fait, des choses qui ne fonctionneront pas, et on le sait. Et moi, je ne veux pas donner les clés, par manque d'énergie, de conviction ou d'engagement, à ni Jordan Bardella d'un côté, ni Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Il nous reste 5 grosses minutes, Pascal Demurger. J'aimerais qu'on finisse quand même sur une note positive, même si on a dit plein de choses positives ensemble. J'aimerais qu'on parle de compétitivité. Qu'est-ce que vous voulez dire aux chefs d'entreprise aujourd'hui qui se sentent grévés par des questions de transition énergétique, par des questions de normes dans leur compétitivité, qui parfois ont l'impression que essayer de faire mieux, de faire plus vert, de faire plus social, plus sociétal, ça les plombe par rapport à d'autres entreprises européennes et américaines, chinoises, qui n'ont pas les mêmes règles? Là aussi, pardon, je dirais 3 choses. Je dirais d'abord oui à un sujet de compétitivité de notre économie. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce sujet de compétitivité, il y a malheureusement une sorte de pénalisation de la vertu. Plus j'investis dans mon entreprise sur la dépollution, plus ça me coûte cher et plus j'ai des difficultés de compétitivité. Plus j'essaye d'être, voilà, d'avoir un regard social un peu progressiste, et plus évidemment ça va me coûter cher et je serai pénalisé. Donc loin de moi l'idée de dire que l'on n'a pas un sujet de compétitivité. Mais simplement, si on prend un tout petit peu de recul, c'est un sujet qui, en réalité, est sans fin. Le Bangladesh, les enfants ouïghours coûteront toujours moins cher qu'un salarié français ou qu'un salarié européen. Et on ne va pas détricoter notre modèle social, notre modèle civilisationnel, au point d'arriver au même coût salarial.
De la même manière, on trouvera toujours des pays moins-disants sur l'exigence écologique. Et là non plus, on ne va pas renoncer à la transition écologique sous prétexte qu'il faut tirer vers le bas en permanence. Mais il ne faut pas être fermé avant d'être vert, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... Et du coup, comment on résout cette question-là, hein? Parce que je crois que la seule réponse qui est quand même parfois la tentation de... on va le citer, parfois du MEDEF, de dire la réponse exclusive à tous les maux de la Terre, c'est moins de réglementation, moins de charges pour les entreprises et donc une meilleure compétitivité. C'est pas la réponse unique ou c'est un peu court. C'est évidemment un élément de réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette équation un peu compliquée? Tout simplement, il y a un sujet de souveraineté, en effet, et de souveraineté économique. Et cette souveraineté économique, elle passe par la protection du territoire européen. Elle passe par l'extraterritorialité de normes que l'on impose à nos entreprises et qui doivent s'imposer évidemment aux entreprises extra-européennes qui veulent exporter vers le continent européen. Ça passe, cette protection, elle passe par une généralisation de la taxe carbone aux frontières pour rétablir un équilibre normal dans le jeu économique, dans la concurrence économique entre les entreprises européennes et les entreprises extra-européennes. Amir, est-ce que ce discours, il est audible pour les PME aujourd'hui? Alors non seulement il est audible, mais j'allais dire la même chose en fait. C'est-à-dire que... Mais tu as ta place chez Impact France, hein? Mais je note. En fait, on n'arrivera jamais à concurrencer, tu l'as bien dit, le Bangladesh ou ces pays-là, et ça ne sert à rien de se dire qu'on doit avoir le même niveau salarial, on doit avoir le même niveau de normes. Je veux dire, on n'y arrivera pas. Et au-delà de ne pas y arriver, on n'en a pas envie. Le vrai sujet, c'est comment l'Europe nous protège. C'est-à-dire que l'Europe se dise, elle met des règles en termes environnementaux, en termes sociaux. C'est très bon, tant que c'est les mêmes règles pour tous. Et moi, je vais prendre un sujet, on a eu l'occasion d'en discuter avec toi, Amélie, mais aussi avec d'autres ministres. Quand je prends les plateformes asiatiques, Temu, Shein, par exemple, quand je vois que c'est en train de tuer notre commerce de proximité, parce qu'on permet des produits qui ne payent ni TVA, ni taxes douanières, qui ne respectent pas les normes sanitaires, qu'on est envahi de produits, c'était 800 millions l'année dernière, 400 millions l'année d'avant, on va dépasser le milliard facilement. Que l'Europe nous dit, vous inquiétez pas, en 2028, on va revoir la règle. Moi je leur ai dit, mais en 2028, on sera mort. Tous nos commerces vont mourir. Que le gouvernement nous dit, vous inquiétez pas, on va mettre 2 € de taxes sur les colis qui arrivent. Trump a mis 75 $ de taxes. C'est en train de chuter là-bas les importations, ils vont revenir en France chez nous et en Europe. Entre-temps, on aura tué notre commerce de proximité, on aura tué toutes les entreprises qui produisent en France, mais c'est très bien. On consommera. On sera une nation qui consomme des produits qui viennent de Chine, qui ne respectent aucune norme. Ça, c'est insoutenable. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut faire sauter les normes. Je dis à un moment donné qu'on joue tous les mêmes règles du jeu, que l'Europe protège son économie, que l'Europe s'assure que tous les produits qui arrivent en France et en Europe respectent les normes qu'elle impose à ses producteurs, et que nous-mêmes en France, on fasse ça. Par exemple, les agriculteurs, par rapport à toute la loi du plomb. Mais quand même, en fait, on leur impose des règles, et derrière, nous tous, on importe des produits qui ne respectent pas les règles qu'on leur impose, et on veut tous qu'ils soient les plus vertueux, et on n'est pas capable de les soutenir derrière en consommant les produits français. C'est la première année où je crois que notre balance commerciale dans l'alimentaire est devenue négative. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable, nous, en tant que consommateurs, d'être au niveau du citoyen qu'on est. Et bien ça, c'est insoutenable. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on produise en France, parce qu'on produira toujours mieux que les autres pays dans le reste du monde, mais il faut qu'à un moment donné, la puissance publique, elle s'assure que les règles du jeu, elles sont équitables. Et les règles du jeu, moi, je prends toutes les normes, tant que c'est les mêmes pour les autres. Amélie de Montchalin. Shein Temu. Shein Temu, c'est la première chose dont on s'est parlé, la première fois où on s'est vu, Amir. Je me rappelle très bien. C'était, je pense, vers le 1er février. Aujourd'hui, 29 août, je peux vous annoncer très formellement que la France a pris, je me suis engagé à fond, la tête d'une coalition européenne. Au 1er janvier 2026, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et peut-être l'Allemagne vont taxer au même niveau chaque article qui rentre de ces plateformes, à un niveau qui permet quand même, vu les prix moyens pratiqués, de, dans certains cas, doubler la valeur de ce qui va être acheté. Donc si les gens veulent continuer à acheter des choses au double du prix, dans les conditions dont on sait qu'elles existent et avec les normes notamment des différentes lois, c'est le choix des Français. Mais nous,
on a besoin de contrôler. 80% de ces produits sont des contrefaçons, sont des produits dangereux, sont des produits qui contreviennent à nos normes et qui ont été produits dans des conditions sociales et environnementales dégueulasses. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on ne va pas attendre 28, le 1er janvier 2026, dans le plan qu'on a annoncé. Et ça, je pense qu'il y aura consensus. Je ne vois pas qui va vouloir faire moins. Et je pense d'ailleurs que c'est un des points d'appui d'une négociation, de dire on se protège aussi de ce qui n'est pas respectueux de nos normes. Il y aura 2 € par article. On est au moins 5 pays à le faire ensemble. On est en train, évidemment, de préparer la mise en place des taxes douanières, des droits de douane sur tous les colis en dessous de 150 € pour que là aussi ça s'applique. La France est candidate pour accueillir en France l'autorité douanière européenne parce que si nous, on contrôle nos produits, mais qui rentrent dans des pays qui, elles, ne le contrôlent pas, ça ne sert à rien. Et donc ça, c'est un combat que je mène vraiment avec force et avec, je dois le dire, l'ensemble du gouvernement et avec un soutien là aussi très large et tant mieux, parce que soit on regarde l'Europe être une passoire, il n'y aura plus d'Européens et il n'y aura plus d'économie, soit on se dit qu'on est capable aussi de se battre. Aujourd'hui, à l'instant même, à Toulon, la France et l'Allemagne tiennent un conseil des ministres et ces sujets de protection, ces sujets industriels, ces sujets de... On est évidemment des pays ouverts, mais on n'est pas naïfs. C'est le cœur de la réunion qui se tient aujourd'hui. Il faudra juste voir ce qu'on fait avec le débat sur le pouvoir d'achat après, mais qu'on a terminé. Donc on ne va pas le faire maintenant ensemble. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné. Merci Laure. Sur cette table ronde.